Et moi, ce qui m'avait plu, c'était l'action Genevois de Bidault, justement. C'était le côté. Mais il y avait quand même la possibilité, justement, pour peut-être revenir sur la spécificité suisse de ton travail. Au début de ta carrière, tu es avec Tanner, avec Souter, un des premiers à investir, enfin un des premiers, pas vraiment, mais du nouveau cinéma à investir la fiction de ce que l'on peut voir dans la rue, c'est-à-dire de mettre des événements de fiction dans la rue, raconter des choses que tu vois. Dans Vivre ici, il y a beaucoup de choses sur les ouvriers saisonniers espagnols, dont on voit un extrait dans le film. Tu ancres très fortement ta fiction dans ce passé, cette qualité documentaire. Ça fait partie de la société dans laquelle je vis, qui m'entoure. Et bien c'est vrai que j'étais intéressé par les ouvriers, par ceux qui ont... Enfin, j'entends... La Dentelière, c'est quoi? C'est une jeune femme qui a une sensibilité plus forte que les possibilités de l'exprimer. Mais la plupart des ouvriers qui vous répondent, enfin j'entends des gens des hommes, si vous voulez, si vous vous adressez à eux, très souvent ils se sentent un peu bousculés et ils pourraient vous répondre plus durement qu'ils le souhaitent. C'est à nous d'entrer en contact avec eux. Moi, au bout d'un film, par exemple chez les femmes de marins-pêcheurs, j'ai été invité de passer mes vacances chez elle, chez la femme de marin-pêcheur, et puis chez comment elle s'appelle déjà? Micheline. Micheline, dont le mari, c'était du Zola, ça. Le mari travaillait dans une tréfilerie, et puis un fil s'était cassé, l'avait atteint au front, et c'est dur ce que je veux dire. Le soir, en mangeant sa soupe, il y avait des gouttes qui tombaient dans sa soupe, c'était du liquide cervical. Et il était fatigué, quand il rentrait, il était fatigué, c'était un gars magnifique. Et puis, vous n'avez pas vu le film, mais vous pourrez le voir. Le dimanche, il allait pêcher pendant qu'elle prenait ses boutons qu'elle avait récupérés sur le trottoir. Et lui, il allait pêcher au pied d'une power station, c'est une grande cheminée comme ça, en béton qui exhale des fumées lourdes comme ça. Et elle était tout seul comme ça, devant une sorte d'étang grisâtre. Et ben, il se récupérait là, quoi, comme il pouvait. Et par exemple, à un certain moment, oui, la vie, comme je la raconte maintenant, elle n'est pas inventée de ma part. Une fois, dans la conversation avec la mère de famille, elle dit, on n'a jamais vu la Tour Eiffel. Ils habitaient à Nanterre. Moi, le lendemain, on sort de chez eux, puis je regarde du côté de la Tour Eiffel, et je vois le sommet de la Tour Eiffel. Le surlendemain, je lui dis, mais vous avez vu quand même la Tour Eiffel d'ici? Oui, bien sûr, mais on n'y est pas allé. Parce qu'il fallait vraiment payer une certaine somme et tout. Si j'avais fait un travail rapide, j'aurais dit, ils n'ont jamais vu la Tour Eiffel. Or là, c'est différent. C'est pour ça que je crois qu'il y a une dimension dans mon travail qui est celle de l'honnêteté. Le respect des gens que je filmais, même ceux qui me paraissaient sans intérêt. Et quand je faisais des distributions pour la fiction, au lieu de prendre, je vais vous raconter une chose quand même qui existe. J'ai vécu avec une comédienne qui avait peu de travail. Et un jour, on annonce un film sur la vie de Victor Hugo. Alors elle se dit, oui, c'est formidable, si je peux jouer le rôle de la femme de Victor Hugo. Alors elle lit un bouquin comme ça, sur Victor Hugo, et où il parlait de sa femme, et puis elle va au but de Chaumont. Et là, il y avait 200 mètres de fil de jeunes femmes qui attendaient, comme ça, pour qu'on leur permette de voir le grand chef, le metteur en scène. Et bon, ils étaient là, et au début, il y avait un gars qui était un assistant qui ouvrait la porte et qui disait au suivant.
à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus assez de temps. Alors, il a dit, bon, 2 par 2. Bien. Et bon, la mère de Jeanne attend son tour. J'arrive 2 par 2 devant la porte s'ouvre, et avant qu'elle puisse placer un mot, le gars qui était à son bureau de chef dit « Ah non, pas celle qui a les yeux noirs, hein, l'autre. » Simplement sur la couleur de cheveux, il a dit « Or, aujourd'hui, on sait que les cheveux, ça se colore. Hein. Même en blanc, si on doit filmer quelqu'un de plus âgé. » C'était quoi ta méthode? Parce que tu avais une méthode particulière pour le casting. Parce que le casting, quand je voyais, par exemple, on prend Denis Podalides qui a joué Sartre, ou Anne Alvaro qui a joué Simone de Beauvoir, ce sont 2 comédiens admirables. J'ai passé 2 heures avec eux avant de les voir après. Mais, par exemple, il y a une comédienne qui devait jouer une soviétique, et dont Sartre tombait follement amoureux. Alors, elle était géorgienne. Elle est venue, je ne la connaissais pas, mais j'ai commencé à parler du cinéma soviétique, que je connaissais bien, puisque quand j'étais au Motiv Institute, j'ai vu ce qu'il y avait de mieux. C'est la Cinémathèque de Moscou qui envoyait et qui changeait des films contre des films anglais où il y avait Hitchcock. Et là, j'ai commencé à parler du cinéma soviétique. J'ai parlé de Parajanov, de Tarkovsky. Je ne vais pas vous citer les films, mais c'est des formidables cinéastes qui avaient beaucoup de difficultés à faire. Mais au moins, il y avait l'argent pour faire des films exceptionnels que je n'ai pas vu réalisés en Europe. Et malheureusement, Parajanov a été mis en tôle. Et puis Tarkovsky, est-ce qu'il est mort jeune? Et puis Tarkovsky, il a fini de faire des films en France. En Italie et en France, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça n'allait pas si fort pour eux, quoi. Tout ça, vous êtes obligé d'y penser. Alors, cette actrice géorgienne, elle a été dire Greta a une culture terrible, parce qu'il m'a parlé des films soviétiques et tout, mais si j'avais dû parler de philosophie, j'aurais peut-être au moins cité de grands noms, quoi. Chacun ses possibilités. Et puis, je lis de la philosophie maintenant, c'est pas trop tard encore. Justement, il y a un moment donné dans ta carrière, après avoir fait des films de cinéma pour le grand écran, tu reviens aussi vers la télévision. Est-ce que... Jamais cassé qui était la télé. Non, en effet, bah justement, peut-être parce que tu as toujours fait les va-et-vient, finalement. Parce que j'ai jamais sous-estimé la télévision. André Bazin, qui était un grand critique français, disait tout ce qui est sur pellicule est du cinéma. Il a raison, il avait raison, il est mort. Mais c'est vrai. Dès que vous touchez de la pellicule, vous faites du cinéma. Alors il y a peut-être des gens qui font de la télévision qui ne sont pas talentueux, qui font un métier pour gagner leur vie, et qui ne... Bon, mais les grands cinéastes, comme Rossellini, les frères Taviani, Cassavetes, Ingmar Bergman, ont fait des films pour la télévision, qui sont admirables. Et il n'y a pas de différence. J'ai présenté l'autre jour au Ciné-Club un film de Rossellini qui s'appelle La prise de pouvoir par Louis XIV, que j'avais vu en son temps, et j'avais fait venir Rossellini à Genève pour le présenter. Mais c'est un film qui a été tourné en 15 jours et qui vaut un 35 mm. Parce que Rossellini est un gars talentueux, intelligent et talentueux. Donc il faut... C'est aussi ce que je souhaite dire à des camarades plus jeunes, c'est essayer de faire des films sur une durée plus courte. Parce que vous avez des gars qui ont tourné pendant 2 ans. Et bon, le film a été réussi, puis après, qui va les engager maintenant pour faire des films de 2 ans?
ça coûte trop cher. Bon, le film que j'ai fait le plus cher, c'est le Sartre. Sartre, comme on devait aller à Cuba, à Venise, et puis que je tournais longtemps, je tournais 2 mois, il y avait 2 films d'1 heure et demie. J'avais 6 millions d'euros. J'ai jamais eu autant. Et au moins, pour les films que je tournais avec peu d'argent, j'étais libre. J'étais libre de choisir les comédiens. Et quand ils ont vu que je choisissais pas trop, ils m'ont laissé faire. Donc on ne m'imposait pas de comédiens. Ça c'est important aussi, parce que c'est des comédiens avec qui je n'aurais pas envie de tourner. Et pourquoi? S'il y a des comédiens avec qui tu n'aurais pas envie de tourner, qu'est-ce qui... Sans dire de non. Je les trouve vraiment songés. Ils font des déclarations. Attendez, oui. Comment c'était cette déclaration? Je dirais pas le bar. Ils vont tourner un film dans le Sahara. Et forcément, la production, elle avait loué des roulottes, et puis un restaurant qui venait le faire à manger. Donc ils étaient comme des coques en pâte. Et puis après, je le vois 15 jours plus tard à la télévision française, enfin sur l'écran, et le gars faisait simplement de larmoyer sur la condition ouvrière et tout. J'ai dit, celui-là, je ne le prendrai jamais. Hein. Et c'était un gars connu. On ne dira pas le nom. Juste pour te dire, parce que comme tu parles des tournages, je crois, c'est pas le cas sur tous tes films, mais par exemple sur Jean-Luc Persécuté, quand on rencontre Frédéric Méninger, qui est la formidable interprète du film, elle dit qu'on riait énormément sur tes films, et que les gens faisaient la fête jusqu'à 3-4 heures du matin au vin blanc valaisan, et qui commençaient à tourner à 6 heures. Il y avait tout, elle disait, elle se souvient d'une bande de Suisses qui n'arrêtait pas de faire des plaisanteries, cachés dans un hôtel de montagne, et qui avait un essor... Non, c'était le plus grand hôtel de Bolène, qui était tenu par les Favre, je crois, qui était à l'entrée du village à gauche. Mais c'est-à-dire que faire un film qui est dur en été, quand ça colle le soleil, et en hiver, quand il y a ça de neige, et qui fait moins, je ne sais pas combien, ça demande une détente. J'étais pas con, je n'allais pas leur dire allez coucher, c'est tard, reprenez des forces. Il faut aussi des forces psychiques. Et on buvait du vin chaud. Alors je crois qu'il y a de l'eau dedans aussi. Alors, ce que tu veux dire à la production? Non, je ne sais pas si la production va saisir l'enjeu. Et là, je vais raconter une chose assez intime. Alors, un soir, je dis, écoutez, le vin chaud, d'accord, c'est bien, puis ça ne fait pas de dégâts, mais on devrait prendre à 3 une bouteille de whisky. Et on boit à 3 une bouteille de whisky. Moi, je me suis retrouvé tétanisé dans le jardin, avec de la neige jusque-là. Garel était à quelques pas de moi, et je crois qu'il fixait des fantasmes sur un sapin. Et puis, le caméraman, en slip, il sautait depuis le premier étage dans la neige. Mais moi, j'ai plus bu de whisky depuis lors. C'est quand même pas mal. Et on s'est détendu. Il fallait vraiment que de temps en temps, parce que c'est aussi un travail. Ma femme et mes enfants, ils n'étaient pas là, ils étaient dans la plaine. Il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, ça se fait par exemple dans des excès. J'en parle dans l'invitation. Ces gens qui se trouvent, les employés de bureau qui se trouvent devant un mur comme ça, sur lesquels sont collés ou punaisés des cartes postales des vacances de leurs collègues, de Grèce, du sud de l'Italie, en plein soleil et tout,
puis ils sont là devant un mur un peu bétonné derrière, ils ont envie de temps en temps de changer d'atmosphère, quoi. Pour juste parler de ce film, Jean-Luc Persécuté, oui, parce que c'est un de tes premiers films de fiction. Oui. Pour moi, c'est sans doute, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je trouve que c'est la seule vraie adaptation de Ramu réussie de l'histoire du cinéma. C'est un film spectaculaire. Il y a dans ce film-là les seuls plans ramusiens de l'histoire du cinéma. Mais quand on a un jeune réalisateur, c'est pas dangereux de se dire qu'on va faire un de ses premiers films pour la télévision avec un peu plus de moyens, en adaptant un des plus grands auteurs suisses. Est-ce qu'il n'y a pas t'as pas eu peur, une sorte de danger en tout cas, qu'on ait à attendre au contour avec un film comme celui-ci? Non, je vais simplement trouver comment je vais t'expliquer tout ça, vous expliquer tout ça. Quand j'étais au collège, il y a un remplaçant qui a lu une superbe nouvelle de Maupassant qui m'a inspiré après Le jour des noces. Je lisais chez moi, j'avais deux auteurs de chevet, c'était Tchekhov et Ramu. Et j'ai lu peut-être tous les Ramu, je ne me souviens plus, y compris, parce que l'avantage dans la Ramu, c'était un poète, il écrit des poèmes, un philosophe et un romancier, comme Rousseau. C'est typiquement helvétique, enfin, un roman, si j'ose dire. Et c'est pas mal quand même. Alors, quand on m'a demandé, c'est mon directeur qui m'a fait monter dans son bureau, et qui m'a dit, écoutez, Goretin, est-ce que la communauté francophone a choisi de faire une série avec des textes des grands auteurs de chaque pays. Et nous avons choisi Ramu. Et il m'a dit, est-ce que vous avez une idée? J'ai dit oui, Jean-Luc Persécuté, et puis l'autre, c'était peut-être La beauté sur la terre. Et j'ai choisi le Jean-Luc Persécuté, en le simplifiant avec Georges Haldas, hein, parce que j'aimais bien travailler avec lui, qui était vraiment un sommet de culture, qui a dirigé plusieurs collections de culture, chez Rencontre, à Lausanne. Et on a choisi ça, mais le roman, c'est l'itinéraire désastreux d'un être, et puis en même temps, la communauté qui l'entoure, qui est celle du village. Si Jean-Luc tue et se suicide, c'est qu'un gars est venu lui chuchoter derrière un masque comment c'est en février pardon? Carnaval, oui. Et les gars d'Evolène avaient des costumes et des masques très inquiétants. Les masques étaient simples comme ça, et ils étaient bourrés de paille, et puis ils descendaient comme ça, avec des cloches, et les femmes, l'idée c'est qu'un jour par année, ou peut-être plusieurs, ils agressaient normalement gentiment les femmes, et ceux qui avaient un peu trop picolé risquaient d'être un peu brusques, quoi, si je veux dire. Et là, Jean-Luc Persécuté, quand on lui dit, quand il a le petit dans les bras, et qu'on s'arrête, elle lui dit, je ne me souviens plus de la phrase, mais il lui dit, il est de qui ce garçon-là? Et ça germe dans l'esprit de Jean-Luc, et Jean-Luc dérape complètement. Et puis il dérape doublement quand le petit se noie, parce qu'il est trop près du torrent. Ça, c'était à Rolla que j'ai tourné. Le décor du Val d'Hérence, à partir
oui, comment ça s'appelle, qui est sous une montagne. Voilà, exactement, merci. Ben, la première fois que j'étais en vacances à l'extérieur de Genève, c'était aux Odeurs. Mais c'était formidable. Mon frère avait enjambé un mulet, et puis la ceinture était mal fermée, et ça pinçait le ventre du mulet qui s'est emballé. Alors j'ai vu passer un météore, et puis heureusement qu'il y avait des personnes et tout qui ont pu attraper Jean-Pierre et laisser l'emballer un peu plus loin, le mulet. Mais c'était fort. Et puis aussi sur la mort, j'étais là quand un gars est mort en montagne, enfin, de froid, je crois, comme ceux qui viennent de décéder. Et je me souviens qu'une personne avait dit, comment elle avait exprimé ça, c'était très beau. Il parlait en grelottant comme ça avant de mourir. Et pas forcément, moi je mettais tout de suite des images là-dessus. C'était pas simplement des mots. Alors je voyais ça. Donc j'ai enrichi, comment dire, mon livre d'images. Tu as été et tu es un immense cinéaste des femmes. Tu as dit toi-même que tu as filmé la plus belle femme du monde. Et donc, il nous semblait normal, enfin, il semblait surtout que Lionel ajoute une petite surprise à cette soirée. C'est-à-dire que quand Claude m'a dit ça, je me suis dit, alors bon, à Evolène, si un Lausannois va à Evolène pour chercher la plus belle femme du monde, je vais immédiatement me faire casser la gueule. Il faut toujours avoir un Valaisan dans son équipe. J'avais avec moi Tristan Aymon, qui était l'assistant et qui est valaisan, et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de retrouver la plus belle femme du monde à Evolène, plutôt aux Odeurs. Et donc c'est Hélène Gaspeau et Antoine Gaspeau, son mari, ils sont là ce soir, et ce serait vraiment gentil s'ils venaient sur scène, parce que ça nous permettrait de parler du film suivant. Est-ce que vous êtes d'accord de venir, Hélène et Antoine, s'il vous plaît, même si vous êtes très timide? Voilà, bon.